Merci d'avoir sollicité la place financière du Grand Ouest, donc le NAPF, dont je suis le président, pour un peu animer cette table ronde avec Marion. Et donc, quelques mots sur nos intervenants, donc, qui se présenteront bien évidemment, Thomas Deronne de Finpel et puis Frédéric Leverdier de Solfis. Donc là, vous avez la totalité de cette petite table ronde. NAPF, c'est quoi? Donc la place financière du Grand Ouest, on est à peu près 170 membres, 50% d'entreprises de toute taille, 30% de banques et de sociétés d'investissement, et une vingtaine de pourcents de cabinets de conseil ou d'assurance. On organise des événements, donc on avait un petit déjeuner ce matin sur la digitalisation des entreprises avec KPMG, et notre pratique, c'est d'en faire une dizaine par an, et toujours avec un cabinet de conseil. Donc là, c'était KPMG, ça pourrait être Racine, EY, tous les grands de la place, et puis des entreprises témoins, et ce matin, c'était les Chantiers de l'Atlantique et Novoferm. Donc, le fait que nous mixions des entreprises et des cabinets de conseil et des financeurs, et fait qu'on peut avoir comme ça une expression concrète de nos événements, dans nos événements de témoignages. On s'intéresse depuis longtemps au FinTech et à NAPF, puisqu'il y a 2 ans, avec le Conseil régional, on a organisé un événement sur les FinTech. Il faut savoir que Nantes est une terre d'accueil de la tech en général. Je peux citer la création de gens de confiance il y a quelques années, puis l'arrivée de Doctolib récemment sur Nantes, qui du reste bouleverse le marché de l'emploi, puisqu'on m'a annoncé cette semaine un déjeuner de réflexion que Doctolib allait prendre 100 développeurs sur le territoire nantais. Ça veut dire peut-être des difficultés pour les plus petites entreprises, et je ne sais pas, peut-être c'est un sujet qu'on évoquera avec nos 2 partenaires. Est-ce qu'ils ont des problèmes de recrutement? Donc, pour nous, les FinTech, bien évidemment, sont des entreprises qui sont intéressantes puisqu'elles concourent à l'écosystème, à sa vitalité. Et donc, les 2 partenaires qu'on va écouter tout à l'heure sont des membres également des NAPF. Donc, notre événement avec la région avait consisté à permettre justement aux PME, aux ETI d'accéder plus facilement au FinTech, de comprendre comment le marché de la finance avançait, et puis d'avoir des contacts qualifiés. Et je crois que vous étiez tous les 2 présents. J'ai vu vos présences dans cette manifestation. On a donc dans l'écosystème des FinTech des entreprises dans le financement pur, comme Finpol qui va se présenter, Solfis également, le compte Nickel qui a été cédé à Paribas et qui est né à Nantes, We Do Good qui fait des investissements royalty, Discorp. On a également des entreprises dans la gestion administrative comme Lucas, des AssureTech, on parlait tout à l'heure avec Niort d'assurance Admir Solutions, Yakman, Startup Palace qui fait un mix dans les locaux du CIC magnifique sur des écosystèmes de FinTech. Voilà, on a un beau panel, et je pense que c'est maintenant le moment de rentrer vraiment dans la table ronde et d'écouter Thomas et Frédéric qui vont se présenter leur boîte, et puis comme on m'a demandé de faire l'animation, je leur poserai des petites questions au fur et à mesure. Voilà, c'était l'introduction. Alors on commence par qui? Par Frédéric, vas-y. Ok, écoute, merci Christian, bonjour à tous. Donc moi je suis le cofondateur et président de Solfis, donc FinTech nantaise spécialisée dans le leasing et plus précisément dans la location opérationnelle de biens d'équipement. Donc je vais peut-être laisser Thomas présenter Finpol et puis je reviendrai sur les activités de Solfis. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Thomas Deronne, je suis le fondateur président de Finpol. Finpol qui est une plateforme de crowdfunding qui accompagne 2 grandes verticales. On travaille sur 2 grandes verticales. Donc, on accompagne les PME dans leur croissance à travers des interventions en fonds propres, donc en capital, et des interventions en obligations convertibles. Et puis, on a une autre verticale où on accompagne l'ensemble des professionnels de l'immobilier, que ce soit marchands de biens, lotisseurs, promoteurs, foncières, dans leurs besoins de fonds propres sur des opérations de promotion ou des opérations immobilières au sens large, ou directement au niveau du groupe. Finpol, rapidement, je l'ai fondé en 2013. Aujourd'hui, on a financé, d'ici la fin de l'année, on sera à peu près à 120-130 millions d'euros investis dans l'ensemble de ces entreprises. Donc, voilà un petit peu notre terrain de jeu.
Merci Thomas. Donc pour revenir sur Solfise, donc nous avons créé Solfise, moi-même et deux partenaires, il y a maintenant 5 ans. Comme je le disais, nous sommes actifs dans le domaine de la location opérationnelle et donc nous travaillons avec des PME qui construisent ou qui distribuent des biens d'équipement et qui souhaitent externaliser leur activité de leasing et de location opérationnelle tout en gardant la maîtrise. Et donc, nous permettons à ces entreprises de proposer de la location opérationnelle et du leasing à leurs clients, qui sont généralement des PME, et nous permettons aussi aux PME qui souhaitent acquérir ces biens d'équipement de ne pas investir, mais de payer l'utilisation au travers de loyers, soit de loyers mensuels, trimestriels, annuels, soit de loyers sur l'usage. Et donc, nous sommes à même de travailler, par exemple en agricole, sur un prix à l'hectare, dans le transport, sur des prix au kilomètre, et dans d'autres activités, sur des prix horaires. Nous avons aujourd'hui une douzaine de collaborateurs, et après 5 ans, notre chiffre d'affaires est de 10 millions d'euros. Il y a une question là, tous les deux, puisque j'ai dit que l'Ouest et Nantes en particulier étaient un territoire de développement des thèmes. Qu'est-ce qui vous a fait vous installer ou vous développer à Nantes? En ce qui nous concerne, comme nous étions de diverses régions françaises, Nantes a été choisie pour son écosystème. Nous avons trouvé que c'était une ville dans laquelle nous pouvions avoir les compétences dont nous avions besoin. C'est un petit peu la même démarche, au-delà, bien évidemment, d'être originaire de la région. Ce qui a poussé la création de la société, c'était vraiment cet écosystème. On est dans un métier où même si on est digital sur beaucoup d'aspects, la relation humaine est indispensable. On est convaincus, nous, de cette logique d'ancrage territorial et de rencontre. Donc, l'avantage d'être positionné dans l'Ouest, déjà, on peut, je dirais, avoir des accès assez rapides sur pas mal de grandes villes dans les environs, et puis également un accès assez rapide à Paris. Donc, sur Paris, donc du coup, c'est une position agréable. Et puis après, à titre perso, c'est quand même pas désagréable de pouvoir accéder à nos plages, à nos côtes, voilà, de manière aussi simple. Donc voilà un petit peu pourquoi on s'est positionné sur Nantes et dans l'Ouest. En ayant quand même des bureaux à Paris, on a toujours également des bureaux à Paris, mais le cœur de l'entreprise est ici. Deux questions corrélées. Est-ce que vous trouvez dans l'écosystème des associations comme NAPF qui vous accompagnent, vous aident, et est-ce que vous avez des problèmes de recrutement en ce moment? Alors, pour commencer, en ce qui concerne NAPF, c'est vrai que ça nous a permis d'être dans l'écosystème, et donc la participation à NAPF et un certain nombre de forums locaux est pour nous très intéressante. Ça nous a permis, par exemple, de travailler avec des gens comme Thomas, de se connaître, et avec d'autres. En termes de recrutement, nous avons un certain nombre de soucis de recrutement, mais qui sont les soucis généraux. Il n'y a pas pour l'instant de spécificité. Et tu parlais, Christian, de la réactivée de Doctolib. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, nos équipes IT sont de la taille qu'il faut, donc on ne se heurte pas aujourd'hui à ce problème. Mais ça pourra venir. Le marché est tendu quand même. Oui, je confirme. Alors, NAPF, moi, j'ai découvert NAPF en travaillant justement sur le crowdfunding, sur un livre blanc qui était sorti maintenant il y a quelques années. Je crois que de mémoire, c'était en 2015. Et puis après, j'ai pu participer de manière un peu plus active en étant coprésident du lab, qui est le réservoir d'idées d'NAPF. C'est indispensable, en fait, de faire partie de ces écosystèmes. C'est surtout quand on est dans un univers de la finance mais un univers nouveau, je dirais une nouvelle brique. Encore une fois, moi je considère toujours qu'on n'a rien inventé, on a juste assemblé des briques existantes et puis ajouté une couche numérique pour faciliter, démocratiser l'accès au financement des entreprises d'un côté, et puis la capacité, en ce qui nous concerne, aux investisseurs privés de pouvoir se positionner et accompagner l'économie réelle en circuit court. Donc,
être au contact parce que nous intervenons nous systématiquement, ou très régulièrement dans l'ensemble de nos opérations en cofinancement ou co-investissement avec des fonds d'investissement quand on intervient en fonds propres, des établissements bancaires quand on intervient en obligations convertibles dans les PME ou auprès des professionnels de l'immobilier. Notre métier est de générer un effet de levier pour ensuite permettre au financement dit traditionnel de pouvoir intervenir également. Donc, NAPF, c'est l'ensemble de la place financière. Ça nous permet de côtoyer en permanence les directions générales des banques, donc de travailler ensemble, de co-construire. On n'a pas vocation de loin à vouloir remplacer des banques existantes ou autres. Notre vocation, c'est juste d'ajouter du lien, parfois, dans certains modes de financement. Donc, c'est indispensable pour nous d'être présents dans ce type d'organisation. Et en ce qui concerne le recrutement, alors oui, on est, étant une entreprise en forte croissance, le recrutement est permanent, enfin, c'est tous les mois, voire parfois même toutes les semaines. Donc, il faut réussir à trouver les talents, il faut réussir à attirer les talents. Donc, c'est toujours un challenge, que ce soit avec les entreprises locales ou des entreprises un petit peu partout en France, parce que globalement, dans nos équipes, nos collaborateurs viennent un petit peu partout en France, donc il faut réussir à les attirer à Nantes, mais on a quelques arguments, donc on y travaille et on les met bien évidemment en avant, que ce soit le challenge autour de l'entreprise et puis, je dirais, l'écosystème et puis la qualité de vie aussi qu'on peut retrouver ici. Et le soleil, vous avez eu mon bronzage. Et le soleil, voilà, on a un peu moins, moi. Hein, c'est quand même. Oui, ben nous. T'as fait un peu d'avance, Écoute, Thomas, alors, on avez n'est pas. évoqué les banques et les acteurs. Qu'est-ce qui vous différencie des acteurs traditionnels, puisque c'est vos voisins de palier, mais qu'est-ce qui vous différencie? Je vais peut-être commencer. Ce qui nous différencie, en ce qui nous concerne, c'est la capacité que nous avons à personnaliser totalement l'offre de nos partenaires qui souhaitent avoir cette activité de leasing sous leur marque et avec leurs produits, leurs spécificités. Ensuite, c'est l'agilité. Nous sommes petits, donc nous sommes très agiles et nous sommes donc à même de déployer des programmes plus rapidement qu'un certain nombre des grandes institutions avec lesquelles, par ailleurs, nous collaborons. Donc, je dirais, c'est vraiment la personnalisation, l'agilité et la rapidité. Je vais rejoindre un peu les propos de Frédéric. C'est vrai que notre métier ou nos métiers sont de, certes, avoir un processus industrialisé et le digital favorise en fait cette capacité à gérer de la masse d'une certaine manière, mais d'y imbriquer un certain nombre d'outils pour pouvoir quand même faire de la dentelle et être en capacité d'écouter les entrepreneurs que l'on accompagne, de bien comprendre leurs problématiques et de faire un assemblage de solutions pour pouvoir répondre de manière très très fine à leurs problématiques. Donc je dirais cette agilité et cette capacité de faire du très spécifique tout en étant capable quand même de monter en charge et d'avoir cette écoute et cette agilité permanente, je pense que c'est ça notre force. C'est la rapidité aussi des financements. Quand on regarde, si vous voulez, nous, le temps moyen de financement pour des interventions à 2, 3, 4, voire 8 millions d'euros, en un mois, le financement est débloqué. 1 mois et demi, je dirais, on a pu 2 mois maximum. On a fait la rencontre, l'analyse et on a débloqué les fonds. Donc, notre rôle aussi, c'est de faire gagner du temps aux entrepreneurs, qu'ils se concentrent sur leur cœur business, leur métier, qui est de commercialiser, de vendre, d'innover. Et du coup, de leur enlever, je dirais, un caillou dans la chaussure sur la brique financement en étant le plus réactif possible et en les accompagnant au maximum. Et moi, je rajouterais, Christian. Continue. Oui, juste Christian, je rajouterais pour illustrer ça que nous avons cette capacité vraiment à faire du sur-mesure. Et je vais prendre 2 exemples d'entreprises de la région du Grand Ouest que tu connais. Une qui s'appelle LiftUp, qui est une petite entreprise nantaise faisant des matériels de manutention spécialisés pour lequel nous intervenons. Et l'autre qui est le groupe Manitou, pour lequel nous intervenons sur 8 pays européens. Donc voilà, c'est cette capacité à faire du sur-mesure tout en pouvant gérer des flots.
Non, justement, tu évoques tes clients. Ma question, c'est aujourd'hui, au stade où vous êtes plutôt en réactif ou en proactif par rapport au marché? Alors, en ce qui me concerne, on est plutôt en proactif parce que la location opérationnelle, donc cette partie de leasing où tu as un produit de financement avec des services associés, est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et je parlais au début de mon intervention du paiement à l'usage qui aussi se développe. Donc, ce sont des marchés qui, dans un certain nombre de biens industriels, sont au balbutiement. Et donc, on est vraiment aujourd'hui beaucoup plus en proactif qu'en réactif. On a un Et c'est petit... généralement, je finis juste, c'est généralement une Ouais, brique, vas-y. je reprendrai, qu'ajoutent les entreprises au leasing classique qu'ils ont par ailleurs avec les grands acteurs que nous connaissons tous et qui leur permettent d'offrir des solutions de financement classiques à leurs clients. C'est la brique solution, paiement à l'usage, économie circulaire, que sont aujourd'hui des données et des choix que les entreprises font de plus en plus lors de l'acquisition de matériel. Ok. En ce qui nous concerne sur les solutions autour des PME et ETI, hein, enfin petites ETI, on a un petit peu des deux, c'est-à-dire que sur toutes nos interventions en capital, je dirais, et sur les différentes tables rondes, hein, on a pu voir les levées de fonds importantes, etc. Là, pour le coup, on a plutôt tendance à venir nous chercher et nous proposer de co-investir. On est sur un marché qui est, je ne veux pas dire mûr, parce qu'il y a encore beaucoup d'évolutions à faire, mais je dirais qui est de plus en plus répandu, hein, le fait de faire intervenir des financeurs au capital de son entreprise. Un produit sur lequel on est plutôt proactif parce que c'est peu diffusé, ça va l'être probablement de plus en plus, surtout dans le contexte qu'on traverse, où il y a eu une distribution de PGE assez importante, où les entreprises, et là je parle vraiment des PME, vont avoir besoin de se restructurer d'un point de vue bilanciel. Je pense notamment à notre produit en obligation convertible, qui est aujourd'hui un produit qui allie à la fois, je dirais, une intervention en quasi-fonds propres, donc une reconstruction un petit peu du bilan des entreprises pour rééquilibrer les ratios entre la partie fonds propres et la partie dette, qui est un outil qui permet de financer de l'immatériel, qui est un besoin réel, hein, des entreprises pour se développer, financer l'innovation. Ça fait partie quand même des thématiques de ce matin, financer le recrutement, la communication, l'international, etc. Donc ça, c'est un bon outil, mais c'est également un outil qui est non dilutif. Et ça, c'est aussi un élément important parce qu'en qualité, en tant qu'entrepreneur, notre plus grande valeur, c'est le capital de notre entreprise. Donc, c'est un outil qui permet à la fois de générer l'effet de levier que peut proposer une intervention en fonds propres purs, hein, en capital pur, sans avoir cet effet dilutif. Donc, c'est un très bel outil qui n'est pas forcément connu de tout, qui est connu sans être connu, qui n'est pas forcément connu de toutes les directions financières de PME, des établissements bancaires en règle générale ou des experts comptables. Donc on est toujours quand même dans un travail d'évangélisation pour mettre en avant ce type de dispositif, sachant que quand nous on intervient en obligation convertible, il n'y a aucune vocation à vouloir convertir à terme, hein. La conversion serait un mauvais signal, ce serait un défaut de paiement plutôt. Donc notre volonté, c'est de structurer sur une période de 5 ans, par exemple, et puis ensuite de se retirer parce que l'entreprise aura passé une certaine étape ou d'accompagner dans le temps l'entreprise sur d'autres financements, bien évidemment. Mais voilà, donc là, sur cette partie-là, on est un petit peu plus proactif parce qu'il y a encore besoin d'évangéliser pas mal sur ce type de produit. Alors, on sait que le marché de la tech est très dynamique. Et quelles sont les barrières à l'entrée dans vos deux métiers pour faire ce que vous faites? Alors, je dirais qu'il y a deux barrières à l'entrée dans le métier que nous faisons, nous. Un, c'est la ressource financière, puisque comme nous assumons l'intégralité du financement des biens d'équipement que nous louons pour le compte de nos partenaires, donc ça c'est une première barrière. La deuxième, elle est sur la plateforme digitale, puisqu'il faut être à même de mettre à disposition une plateforme digitale qui non seulement gère des contrats de financement, mais gère aussi toute la problématique des services associés et qui vont de choses aussi diverses que des contrats d'entretien, de maintenance, de la télématique, de l'analyse d'informations,
nous avons un de nos clients pour lequel, dans le paiement à l'usage de ses clients, il y a non seulement un bien d'équipement, tout son entretien, toute son assurance, la télématique, mais aussi l'analyse des datas d'utilisation des équipements. Donc il faut être capable d'avoir ce genre de plateforme digitale qui peut supporter l'ensemble de ces informations, les traiter, les restituer, et puis qui puisse en plus faire du sur-mesure. Donc voilà, ce sont les deux barrières. Et puis la troisième, c'est une expertise de ces métiers de paiement à l'usage. D'accord. Alors, Pas la marque. pour- La marque métier, c'est pas Oui, pardon, Christian. la marque Solfiz. Est-ce que c'est important de capitaliser, d'être très actif en communication? Alors, pas réellement parce que nous travaillons que sous la marque de nos clients. Donc, en tant que tel, il est important d'être connu par les acteurs qui souhaitent proposer des offres de location opérationnelle. Donc, on a un peu cette difficulté, c'est que d'un côté, il faut être connu, et de l'autre côté, je vous ai cité nos clients qui nous ont autorisés et qui nous autorisent à parler d'eux. Nous travaillons pour un certain nombre d'autres clients et surtout de groupes qui ne souhaitent pas que nous associons leur nom. Donc, on a un peu cette difficulté, c'est d'être connu sans être sur le devant de la scène. D'accord. Sur la partie barrière à l'entrée, alors les plateformes de crowdfunding, on en a beaucoup entendu parler. En 2014, il y en avait peut-être une qui sortait par mois, voire même semaine. Ça a été un mouvement qui a pris son ampleur avec notamment l'ouverture d'un certain nombre de réglementations. Enfin, on a pu obtenir, on s'est battu pour obtenir un statut réglementaire juridique. Voilà. Je dirais aujourd'hui, on est dans un marché qui s'est beaucoup plus concentré. Il y a de moins en moins d'acteurs. Les acteurs sont beaucoup plus gros. Donc, nos barrières à l'entrée, elles se jouent sur cette taille, sur je dirais l'aspect réglementaire, parce qu'on est quand même, nous, on est une réglementation. On est agréé par l'autorité des marchés financiers, donc une réglementation qui est importante, qui se durcit, qui augmente. Là, on travaille sur notamment la réglementation européenne qui va amener encore un certain niveau. Donc, le démarrage pour aller sur ce type d'activité, ne serait-ce que juridique et réglementaire, est assez coûteux et important. Il faut tout de suite du personnel pour pouvoir structurer les équipes, la partie conformité, la direction des risques, etc. etc. Donc, c'est un investissement déjà initial qui ne génère pas immédiatement un retour sur investissement. La deuxième partie, c'est bien évidemment la capacité de collecte, parce que nous sommes qu'intermédiaires, nous n'investissons pas nos fonds propres. Nous sommes plutôt le liant entre des investisseurs privés ou institutionnels et des entrepreneurs. Donc, la capacité de fédérer cette communauté d'investisseurs ou de partenaires, parce que nous, on a une particularité, c'est qu'on travaille à la fois, bien évidemment, avec une clientèle privée directe qui s'inscrit, qui est très autonome sur la plateforme, mais on travaille aussi avec à peu près un peu plus de 500 cabinets de gestion de patrimoine, quelques banques privées et autres qui proposent du coup nos solutions d'investissement à leurs clients. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut créer comme ça du jour au lendemain. On parle quand même d'argent et de patrimoine personnel qui est investi. Donc, il faut réussir à rendre une véritable zone de confiance pour que les investisseurs puissent intervenir. Donc, ça, ce sont pour nous les barrières à l'entrée les plus importantes. Après, bien évidemment, les entreprises qui nous font confiance, ça se capitalise avec le temps. L'aspect technique, je le mettrais vraiment en dernier plan parce qu'aujourd'hui, les plateformes sont lourdes. Il faut être en capacité de traiter ce volume, ce volume de transactions, les flux divers et variés qu'il peut y avoir à longueur de journée. Mais c'est toujours, dès qu'on parle de tech, l'innovation, on peut, avec des moyens financiers pour le coup et une bonne équipe de développeurs, on pourrait concurrencer cette partie technique. Le reste est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, donc nos vraies barrières à l'entrée sont plutôt à ce niveau-là. Ok, donc si j'avais une idée géniale, c'est pas là-dedans que je devrais aller, quoi. Ouais, je trouve d'autres tech. Tout est possible. Après, c'est pas l'idée, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. C'est l'exécution qui fait la force. Donc, quelqu'un qui a une capacité d'exécution extrêmement puissante peut aller concurrencer n'importe qui d'une certaine manière. Notamment dans des environnements où nous, on n'a pas de brevet à proprement parler qui ralentissent le déploiement. Mais c'est plus compliqué aujourd'hui, très clairement. Oui.
Ok, alors tu l'as évoqué un peu à travers ta plateforme, et j'ai évoqué tout à l'heure le rachat de compte Nickel par BNP. Est-ce que dans votre secteur, il y a soit une consolidation d'achat par des grands groupes? Alors, dans le secteur du leasing, aujourd'hui, il ne reste globalement que des grands groupes, et ce qui se crée majoritairement aujourd'hui sont des plateformes de courtage digital, et qui, quand elles atteignent une certaine taille, ont tendance à être achetées par les grands groupes. Donc oui, dans le secteur du leasing, c'est très concentré et ça continue à se concentrer. Dans la partie de location opérationnelle, paiement à l'usage, pour l'instant, on est un peu unique. C'est une partie que les grands leasers institutionnels souhaitent développer, mais sur lequel, comme c'est un marché de niche, ils ne sont pas réellement présents. Donc je ne sais pas exactement comment cette partie-là évoluera, Christian. Mais le reste de l'activité leasing est en France et en Europe très très concentré et de plus en plus. Et oui, sur notre marché, alors la consolidation, elle se fait. Alors, il y a eu quelques tentatives de consolidation avec des établissements bancaires chez certains de nos confrères. C'est pas du tout le schéma qui fonctionne le mieux. Ce serait un peu un mélange des genres. Et puis, en règle générale, il faut que on garde cette agilité permanente et ça a un peu écrasé, je dirais, les plateformes qui se sont rapprochées d'établissements bancaires. Après, il y a de la consolidation plutôt métier. Avec des sociétés de gestion notamment, c'est ce qu'on a pu voir chez certains de nos confrères. Nous-mêmes, en fait, on a intégré un fonds et une structure plus opérationnelle. L'idée, c'est plutôt de grossir en connectant des tuyaux qui vont favoriser le business, sachant que notre enjeu, enfin, en ce qui nous concerne, numéro un, c'est le sourcing. En toute modestie, on n'a pas du tout de difficulté de collecte aujourd'hui. On a plutôt, il y a une épargne qui est colossale en France. Elle s'est renforcée avec la crise sanitaire. Les opérations partent extrêmement vite. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le vrai enjeu, en ce qui nous concerne, c'est le sourcing. Donc, c'est mettre en place des alliances pour justement pouvoir nous amener plus de deal flow, plus d'opérations et que l'ensemble de ces opérations rentrent dans notre entonnoir parce qu'on reste toujours très, très, très sélectif sur les dossiers. Personnellement, on finance que 5% des dossiers qu'on reçoit en moyenne. Donc, il en faut, si on veut pouvoir avoir une croissance forte, il faut justement qu'en haut, au démarrage, il y ait beaucoup d'opérations qui arrivent. Donc, les rapprochements seront plutôt sur des logiques d'apport mutuel de sourcing. Je fais juste une petite parenthèse, qui est une question qui me concernait, qui me demandait pourquoi, si on ne fait pas du tout d'amorçage, si on en fait de l'amorçage. Alors, l'amorçage, on n'en fait pas, mais on ne fait pas 50 opérations par an. C'est impossible dans nos métiers, ou alors on le fait mal. Si on le ferait mal, c'est d'accompagner beaucoup de startups. On finance quelques dossiers par an en amorçage. Pourquoi? Parce que notre principe, c'est qu'à partir du moment où on intervient au capital d'une société, certes, je dirais c'est presque accessoire. Notre vraie force et notre vraie volonté, c'est d'accompagner les entreprises. On pense que la réserve de valeur, elle est là, d'activer nos réseaux, que ce soit nos réseaux d'investisseurs ou nos réseaux connexes, et de permettre à l'entreprise d'accéder très très vite à plutôt de la génération de chiffre d'affaires, plutôt que juste amener du cash et être sleeping partners derrière. Donc, pour répondre à la question d'Antoine Bourgeois, on fait de l'amorçage, mais comme n'importe quel fonds d'investissement, on ne fera pas 50 opérations par an en amorçage. C'est juste impossible à gérer humainement. C'est l'occasion de vous dire que la semaine prochaine, le 19, il y a l'événement Start West qui est consacré on sera présent. À l'amorçage. Donc là, si vous venez d'être en France et que vous pouvez venir à Nantes, ça se passe à Nantes en partenariat entre Atlampol et NAPEF. Petite question peut-être à la mode, mais qui est proposée, c'est comment vous intégrez la RSE de vous-même et de vos clients ou fournisseurs dans votre stratégie? Si tu veux, alors nous, la RSE a toujours été intégrée, enfin, je dirais, sur la partie capital, nos interventions en capital ou en PME au sens large, on a toujours eu une logique d'impact d'une certaine manière, alors quelle qu'elle soit, hein, mais ça fait partie de nos critères de sélection et de nos grilles d'évaluation. Et donc aujourd'hui, notre portefeuille globalement coche cette case. Et dans l'univers de l'immobilier, qui est un univers qui peut être assez
critiqué d'un point de vue environnemental, mais qui est quand même nécessaire. Enfin, on a tous besoin de se loger. Il y a une pénurie de logements massif en France, et notamment de logements neufs. On intègre de plus en plus. On sait que c'est une transformation qui ne peut pas être radicale. On ne pourrait pas imposer comme ça aux promoteurs une transformation radicale, mais c'est une transformation qui doit quand même s'opérer. En tout cas, on y est attentif. Et les opérateurs avec lesquels on travaille sont attentifs. Donc, on intègre dans nos analyses un certain nombre de critères qui augmentent chaque année et on vient même bonifier, je dirais, le taux, donc le coût pour l'entreprise en fonction de ces critères-là. Donc ça, on avance, mais c'est un chemin qui est forcément un petit peu long. Frédéric? Alors, oui, en ce qui nous concerne, on est tout à fait partie prenante puisque dans notre activité de base, la location opérationnelle, c'est l'utilisation d'un équipement pour sa durée de vie. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un premier contrat de 5 ans et au bout de 5 ans, le matériel est jeté. Donc, il y a une utilisation des matériels et par nos clients le plus longtemps possible avec divers types de contrats. Et on est vraiment dans cette économie circulaire puisque ensuite les équipements sont soit réutilisés, soit pour un certain nombre, les pièces sont prises pour mettre sur d'autres équipements. Donc il y a une vraie utilisation et non plus du tout une obsolescence programmée faisant qu'un équipement au bout de 5 ans, on le jette dans un coin. Donc voilà, l'activité et nos partenaires sont tous de plus en plus sensibles, les grands groupes bien sûr, mais les PME aussi, à l'impact environnemental des équipements qu'ils produisent et qu'ils fournissent. Dans un certain nombre de cas, la plupart des équipements sont aussi retraités en fin de vie. Donc c'est plus de la RSE au quotidien, Christian. Et ça vous arrive de refuser de financer des investissements qui seraient très éloignés de cela? Oui. Oui, également. Oui. Alors, Ça, dans le bien industriel, comme nous travaillons sur des classes d'actifs que sont le transport, la machine-outil, la manutention, les travaux publics et l'agricole, il n'y a pas, mais il y a des questions qui se posent sur certains équipements et ça nous arrive de dire non. Ok. Et j'entendais cette semaine à une réunion France Invest que, par exemple, un transporteur qui aurait une flotte de poids lourds renouvelée au gazoil, il aurait du mal à se faire financer dans quelques années. Voilà. C'est le cas, mais si tu veux, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec des fabricants de nacelles et qui sont en train de passer leur gamme en électrique, voire une partie en hydrogène. Et voilà, on va plus sur ce genre de solution. Et sur les camions, on est avec un partenaire qui fournit un certain nombre de camions en électrique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se développent et on essaye de participer plus là que dans le traditionnel. Ok. Un autre sujet, c'est la croissance extrême, le développement international. Comment vous voyez ça dans vos deux métiers? Alors, je vais peut-être commencer. En ce qui nous concerne, croissance externe, pas réellement, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu en Europe de gens qui font exactement la même chose. Donc, c'est pas à l'ordre du jour. En revanche, le développement international a déjà démarré puisqu'on a une petite partie de notre activité à l'international, mais pour les 2 à 3 ans qui viennent, nous souhaitons continuer à bien nous organiser sur la France et donc le développement se fera sur les 5-6 grands pays européens d'ici 3 ans. Il y aura des barrières dans le développement international ou pas? Alors, en ce qui nous concerne, comme nous sommes sur un métier qui n'est pas régulé, puisque nous sommes en location opérationnelle, la barrière est que nos plateformes digitales sont prévues et travaillent déjà à l'étranger, que la troisième chose dont on a besoin, c'est la ressource financière, mais nos accords sont des accords européens. La barrière sera de trouver localement des spécialistes, mais il y en a. Donc on aura plus une problématique de recrutement et de recrutement de talents dans les différents pays. Ça sera plus ça qui peut prendre du temps. Le reste est prêt. D'accord. Thomas? Nous, alors, sur la partie croissance externe, oui, on est en veille permanente, on regarde, on est intéressé. Pas forcément, même si on a des dossiers qui nous arrivent
sur une logique d'acquisition d'une autre plateforme de crowdfunding parce que globalement, ce n'est pas notre critère numéro 1 en termes de croissance. On a déjà une croissance forte organique. Cette année, ça sera à peu près 300%. L'année dernière, c'était 200%. Donc, il faut déjà qu'on gère ça et qu'on intègre ça, qu'on absorbe ça, qu'on n'aille pas non plus vite que la musique. Donc, on aurait du mal à réabsorber un double Finpul, enfin un équivalent de Finpul comme ça d'un coup. Ce serait forcément douloureux et compliqué. Par contre, on regarde forcément sur des métiers connexes ou des métiers complémentaires. On est en recherche permanente pour éventuellement faire de la croissance externe sur ces sujets-là. Et en ce qui concerne l'international, alors oui, on regarde. Nous, pour le coup, on a des barrières réglementaires, mais qui vont être levées là, dans les prochains mois à travers notamment des mutations, je dirais, ou des changements d'agrément qui vont nous permettre d'avoir un passeport européen. Alors, international, c'est européen, pas outre-Atlantique pour l'instant pour des questions réglementaires. Donc ça, on va regarder. On a déjà des clients, nous, investisseurs, un petit peu partout dans le monde, mais côté émetteur, donc aller chercher des entreprises en dehors de nos frontières, ça va être un sujet dans les 2 prochaines années. Donc oui, on regarde fortement ça. Peut-être une dernière question, parce qu'on va arriver à la fin, c'est comment vous voyez le proche avenir pour vos clients en sortie de crise sanitaire, la rupture de composants, prix du transport, l'énergie, tout ça, comment vous voyez ça? Si, je vais prendre la question en premier. Moi, je pense que 2022 va être une année les lignes vont pas mal bouger, même si, et heureusement, on a une croissance forte. L'activité économique repart de manière importante, ça c'est primordial. Ce que je disais tout à l'heure sur les PGE, c'est qu'aujourd'hui, les PGE, ils sont dans les établissements bancaires sortis un peu des ratios. Mais jusqu'à l'année prochaine, parce que on va arriver à la fameuse échéance, est-ce que on rembourse son PGE 1, 2, voilà, parce qu'il y a eu 2 batchs, on va dire, ou est-ce qu'on l'amortit et si on l'amortit, à ce moment-là, ça va re-rentrer dans les ratios d'équilibre fonds propres, endettement, ce qui risque de fortement déstabiliser un certain nombre de bilans de boîtes. Et donc, d'où notre crainte, c'est que il y ait une réaction bancaire qui soit de couper les courts termes pour justement essayer de rééquilibrer les choses. Des courts termes qui sont en règle générale des lignes très faciles à couper, mais qui sont aussi en parallèle dans un certain nombre d'industries juste indispensables pour survivre et accélérer. Donc ça va être un sujet sur lequel nous, on est très, très vigilants et on va regarder ça vraiment de très près. Oui, le contexte économique dans certaines activités, la crise des composants, la hausse des matières premières, l'augmentation des coûts du transport, etc., implique forcément un certain nombre d'industries. Donc, c'est quelque chose que l'on regarde vraiment de manière importante. Oui, il va se passer beaucoup de choses mais je pense surtout sur 2022. Tout le monde tablait 2021, les faillites vont augmenter de manière drastique, etc. Non, je pense que je dirais beaucoup d'entreprises, du moins certaines entreprises ont été perfusées et heureusement pour la plupart. Certaines peut-être, ça a juste retardé, je dirais, la fin. Mais 2022, c'est là où je pense qu'on va avoir un peu plus de faillites d'entreprises, mais celles qui étaient déjà un peu fragiles avant la crise. Et surtout une obligation pour un certain nombre de PME de se réinventer très très vite, de trouver des sources de financement différentes pour justement accompagner cette croissance, parce qu'il va bien falloir l'accompagner. Et c'est vrai que les banques ont déjà fait pas mal de leur job, notamment grâce à l'intervention également de l'État. Donc, il y a un moment donné, il va falloir trouver des financements un petit peu alternatifs pour réorganiser tout ça, restabiliser les choses et pouvoir accompagner la croissance. Donc, 2022 va être une année clé, je pense, et il va se passer quand même un certain nombre de choses, je pense, sur 2022. Eric ?
Oui, alors pour mes partenaires, ça va être une année difficile puisque ce sont tous soit des constructeurs, soit des distributeurs. Et comme tu le disais avec juste raison, Christian, ils sont touchés par deux choses, la logistique, l'augmentation des prix et la désorganisation de la logistique mondiale et le problème de composantes. Donc le résultat, c'est qu'ils ont des carnets de commandes, ça c'est la bonne nouvelle, qui sont pleins, mais des délais de fabrication qui sont absolument fous, puisqu'aujourd'hui, la plupart des groupes avec lesquels je travaille, si tu commandes un équipement aujourd'hui, tu ne l'auras pas avant 2023. Donc 2022 va être pour eux en termes de chiffre d'affaires, donc de production et de livraison d'équipements limité. Donc ça aura un impact pour nous aussi. Et puis le deuxième, c'est leurs clients. Et là, on tombe dans les TPE, PME, ETI, et je boucle sur ce qu'a dit Thomas. Là, il y en a un certain nombre qui vont devoir se réinventer. Donc là, il y a aussi un petit risque sur sur leurs clients finaux. Mais le principal écueil qu'il va y avoir en 2022, c'est les capacités de production qui sont pas là. J'ai un témoignage de cette semaine, un fonderie Bouillet, vous voyez, c'est un matériau assez basique, permet de commande jusqu'à juillet 2023. Ouais. Il n'a jamais vu ça. Bah, dans le coin, Christian, je peux te donner un autre témoignage qui est l'usine Bobcat de Pontchâteau, donc juste à côté de chez nous, où ils ont, à l'heure où je te parle, 2 ans de production. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, oui. Maintenant, il faut délivrer, quoi. Donc, je crois qu'on arrive pour Marion pratiquement au terme de la table ronde. Moi, je voulais remercier d'abord de nous avoir permis d'intervenir. Vous avez vu la vitalité de l'Ouest et l'interaction entre les participants à la réunion. Et je ne sais pas s'il y a Frédéric, Thomas, un petit mot de la fin, si vous voulez dire quelque chose. Bah, comme elle est à côté de moi, je vais remercier Marion et ses équipes. Je vais en profiter. Et puis bah, surtout dire à tous nos interlocuteurs qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On sera très content de les aider s'ils sont dans le Grand Ouest, mais aussi n'importe où en France. Oui, merci, merci à Marion, merci à Christian et à toutes et à tous. Je partage exactement ce que dit Frédéric. Je pense que on est très ouvert justement pour répondre même à vos questions, vous accompagner dans vos besoins et puis et échanger tout simplement dans l'Ouest ou pas dans l'Ouest. On ne reste pas que dans l'Ouest, on est souvent un petit peu partout en France, mais n'hésitez pas. Les fintech au sens large, c'est un monde qui a un très grand avenir. Il y a énormément de choses à faire. On l'a vu sur cette matinée, les différents sujets, que ce soit un petit peu, enfin, dans les différents territoires. Donc, il faut s'entraider. Il y a plein de choses à inventer. Donc, échangeons. Merci. Marion. Ouais, merci beaucoup. Moi, je suis assez contente sur cette matinée parce que, enfin, c'était surtout pendant la préparation de la journée, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la place FinTech, une des premières actions que j'ai faites pendant l'année, c'était d'aller à la rencontre un peu des acteurs sur le territoire. Et il y en a beaucoup. Et en fait, j'avais pas fini mon petit tour de France, on va dire. Au moment où le Covid est arrivé. Et on avait déjà amorcé le fait de regrouper tous les hubs ou les acteurs de l'accompagnement sur le territoire français. On les avait réunis à la place. On aimerait bien pouvoir continuer à le faire tous les ans. Et puis, peut-être tous les 6 mois, aller de région en région et puis découvrir les territoires de chacun et voilà, faire notre propre petit tour de France. Et en fait, du coup, pour moi, c'était la première fois, c'était un plaisir de découvrir NAPF et ses actions. Donc voilà, j'espère pouvoir C'est vous la rendre bienvenue. visite très bientôt. Exactement, je vais reprendre mes pérégrinations. Et donc voilà, pareil pour les activités de camp que j'avais pas eu le temps de découvrir. Niort, c'était déjà le cas. En tout cas, merci pour votre présence ce matin. Et puis, on reprend cet après-midi à 14h avec, ici à Paris, pour l'IA. Et ensuite, dans le désordre, parce que je ne sais plus exactement dans l'ordre, on a Toulouse, Nice et puis Grenoble et les Alpes avec FinTech in the Alpes.
C'est ça. Et petite modification de dernière minute, ça sera tout sur ce lien-là. Donc ne bougez pas. On reprend dès 14h avec la table ronde de Paris sur l'IA, comme vient de dire Marion. Voilà, ne bougez pas et bon appétit à tous et un grand merci à nos intervenants. Merci à vous. Merci, Bon bye. appétit. Merci.